Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour causer des toutes dernières news qui sont tombées concernant le cinéma. Et Dieu sait que ces dernières heures, il y a pas mal de matos, il y a pas mal d'infos extrêmement intéressantes qui nous sont arrivées dessus parce que tout simplement il y a des révolutions profondes qui sont en train de secouer et Hollywood, mais aussi le paysage de la production et de la diffusion en France. Alors vous allez voir, ça a l'air un peu barbare dit comme ça, mais c'est vraiment des changements fondamentaux qui vont transformer en profondeur, tout simplement, comment on fait des films et des séries. On commence avec Disney. Disney, ils ont passé, mais un peu comme tout le monde, une année très très compliquée, parce qu'après un peu plus de 10 ans à engranger des succès records qui leur ont permis d'acheter des marques, des licences, des univers, voire même d'autres studios, comme ce fut le cas de la Fox, eh bien Disney tout simplement a engrangé tout simplement de nets reculs, tout simplement parce que merci la crise sanitaire, parcs fermés, salles qui ont été fermées une grande partie de l'année et qui, au moins aux États-Unis, sont encore fermées à 45%. Donc tout simplement, on va dire, la seule partie opérationnelle de l'empire Disney, c'est ce qu'ils ont lancé juste avant le début de la pandémie, à savoir Disney+. Et là, patatras, il y a quelques heures, on a appris que les investisseurs, que le marché boursier avait été déçu, estimé que la croissance de Disney+ était une contre-performance, ou plutôt une performance légèrement moindre que ce qui était attendu. D'où une baisse en bourse, un léger dévissage. Alors, c'est un scénario qu'on a déjà vu se répéter plusieurs fois concernant les plateformes. C'est notamment arrivé à Netflix il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça ? Je ne vais pas vous faire une analyse économique dans le détail parce que ce n'est pas mon métier, j'ai pas les compétences pour, mais il faut regarder un petit peu la dynamique qui est à l'œuvre. En gros, ce que ça nous dit, c'est que le marché, les investisseurs, les analystes estiment que Disney va devoir dépenser de plus en plus pour assurer sa croissance, va devoir dépenser plus qu'initialement prévu pour aller séduire de nouveaux publics. Parce qu'effectivement, attraper les familles qui voulaient, on va dire, du Disney à volonté, les gens en général qui cherchaient à avoir Marvel à disposition, Disney a pu le faire, on va dire, assez logiquement, assez facilement. Mais pour s'ouvrir, pour réussir à attirer un public plus varié, plus divers, tout simplement, la bourse estime que Disney va devoir cracher beaucoup plus fort au bassinet et donc tout simplement, ils sont un peu sanctionnés à ce niveau-là. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont menacés ? Non, bien sûr. Ils restent, on va dire, une des structures les plus puissantes, les plus agissantes à Hollywood, ça n'a pas changé, mais il faut bien voir qu'à côté, il y a d'autres choses très fortes qui sont tombées également ces dernières heures. On a appris que Amazon allait racheter la MGM pour 9 milliards d'euros. La MGM, c'est le studio qui détient en outre des licences telles que Rocky, Creed ou une partie des droits de James Bond. Alors 9 milliards, ça semble très très cher payé. On sait que la MGM était en vente depuis longtemps, mais ça montre bien qu'il y a quand même une volonté de toutes ces superstructures d'avaler d'autres acteurs de l'industrie, mais c'est également la même chose avec Warner qui va fusionner avec Discovery, qui est un diffuseur tout simplement américain. Là aussi encore, on voit que Warner Media, qui est beau déjà être un truc énorme, considère qu'il lui faut encore croître pour pouvoir réussir à fonctionner. Et on assiste à quelque chose de comparable chez nous, en France, puisqu'il y a quelques heures seulement, la nouvelle est tombée, TF1 et M6 vont fusionner en vue tout simplement de devenir, on va dire, un espèce de mastodonte à leur échelle, et du moins, c'est ce qu'ils ont annoncé dans un communiqué de presse, de pouvoir entrer en concurrence avec des Amazon et des Netflix. Alors, est-ce que ça va suffire ? Rien n'est moins sûr, et là aussi, je me garderai bien, moi, de trancher, parce que je suis bien incapable de le dire et je ne suis pas devin. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça va amener à des transformations profondes dans notre paysage audiovisuel français, hexagonal, tout simplement parce que j'imagine que comme moi, vous êtes nombreux à avoir toujours connu et TF1 et M6, les deux principales chaînes privées gratuites de France. Or, les voir se rassembler, ça veut dire déjà d'une qu'ils vont devenir un géant de la publicité. À eux deux, ils vont représenter quasiment 70% des budgets publicitaires de la télévision privée, ce qui veut dire qu'à la fois pour les annonceurs, c'est un peu inquiétant parce que moins il y a de guichets, moins ils peuvent faire jouer la concurrence, mais également, on va dire, pour leurs concurrents direct parce que ils risquent d'être capables de capter et de donner le là des prix du marché, ce qui là aussi pour leurs concurrents n'est pas idéal. Et puis il va falloir regarder dans les mois et les années qui viennent parce que les 18 prochains mois, tout simplement cette fusion va être étudiée, regardée à la loupe par l'autorité de la concurrence. Il va falloir regarder aussi quelle influence ça a ou ça n'aura pas sur les productions, sur les investissements en matière de cinéma. Parce que, on le sait, les premiers investisseurs du cinéma en France, ce sont les chaînes de télévision. Donc, comment cette fusion pourrait ou pourrait ne pas influencer ça, c'est une vraie question. Et puis, si c'est un sujet qui vous intéresse, moi je vous donne un petit conseil. Jetez donc un coup d'œil à ce roman qui est sorti il n'y a pas longtemps du tout, qui s'appelle Télé-réalité. C'est écrit par Aurélien Bélanger. C'est un roman qui se passe dans le monde de la télévision des années 90-2000, je vous en dis pas plus, mais il annonce et il raconte de manière extrêmement belle et intéressante et assez électrique comment va se faire la mutation à laquelle on assiste aujourd'hui de manière terminale entre des chaînes nationales
internationales et des producteurs de contenu internationaux. C'est assez passionnant. Si c'est un truc sur lequel vous vous posez des questions, foncez sur ce roman. Il est très accessible et vraiment kiffant. Deuxième chose, alors là, plus rien à voir, je vais vous parler de Edge of Tomorrow 2, enfin la suite de Edge of Tomorrow, dont on parle depuis bien longtemps, parce que le film avec Tom Cruise et Emily Blunt avait été, alors on va dire, un succès d'estime et avait tapé au cœur du public. Néanmoins, étant donné son budget pharaonique, il avait été considéré par le studio comme une légère contre-performance au box-office, et donc pas une licence sur laquelle on va immédiatement miser pour mettre en route une suite. Néanmoins, le film ayant continué d'être découvert après sa sortie, notamment en vidéo, et étant resté extrêmement populaire auprès des spectateurs, tout simplement, l'idée d'en faire une suite a évidemment germé. Ça fait maintenant plusieurs années que aussi bien Tom Cruise que le réalisateur Doug Liman, que la comédienne Emily Blunt disent à qui veut l'entendre dans les médias, oui, on travaille dessus, on travaille sur le script, on va essayer de rendre ça possible. Et puis, après des années à nous laisser voir petit à petit l'avancement du projet, Emily Blunt, il y a quelques jours, a déclaré au micro de Howard Stern que tout simplement, elle n'était plus du tout certaine que le film se fasse. Et pour un motif qui est assez intéressant, elle a dit « Je pense que le film est trop cher ». Alors ça peut paraître surprenant d'entendre ça, alors qu'on sait que Tom Cruise est une des dernières superstars et un des derniers producteurs à être capable, on va dire, de mobiliser sur ses projets, sur sa personne, des sommes colossales. On le voit avec Mission Impossible 7, on le voit avec son projet ahurissant quand même de tourner une partie de son prochain film dans l'espace, avec justement le réalisateur Doug Liman. Mais qu'est-ce que ça veut dire en creux, peut-être, que l'idée d'un Edge of Tomorrow 2 soit trop chère? Ce que ça nous dit aussi, justement, c'est qu'il y a probablement un mouvement de reconfiguration très profond, actuellement, au sein de Hollywood, et puis en général des productions, parce qu'on voit bien qu'il est encore impossible de déterminer à 6 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans, comment vont fonctionner les cinémas, quelles vont être leur rentabilité, qu'est-ce qu'il faut comme budget pour sortir un film à l'international, comment est-ce qu'il va pouvoir espérer devenir rentable. On voit également que c'est pas du tout évident non plus quand on parle de plateformes, parce que autant elles sont prêtes à faire, on l'a vu avec Netflix et Knives Out et À couteau tiré 2 et 3, les plateformes sont prêtes à mettre des chèques énormes pour, on va dire, sécuriser une licence. Néanmoins, et à nouveau, Netflix aussi est une très bonne illustration de ce que je vais vous dire, on voit aussi qu'elles ont besoin de nourrir leurs abonnés en flux, et donc elles cherchent à acheter et à produire des choses exécutées très rapidement. Est-ce qu'elles sont capables, est-ce qu'elles ont les reins solides, et est-ce qu'elles ont même intérêt à produire de super blockbusters? Rien n'est moins sûr, ou en tout cas certainement pas dans les mêmes proportions que les studios de cinéma dits classiques, on va dire. Du coup, effectivement, on va dire le sort un peu en balance de la suite de Edge of Tomorrow nous montre bien qu'on va sûrement avoir des glissements, des transformations dans la production des films hollywoodiens, et on va sûrement voir des films peut-être moins chers, ou peut-être produits pour moins cher, peut-être produits différemment, peut-être des coproductions internationales, qui sait, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va dire le modèle du blockbuster, du giga blockbuster, parce qu'il y a eu une inflation énorme sur les budgets en quelques années. Moi je me souviens quand j'avais 15-16 ans, un film qui coûtait 100 millions de dollars, c'était énorme, et sans même compter l'inflation, on voit aujourd'hui des films hors budget promotionnel à 200-250 millions. Il y a fort à parier que ce modèle-là est peut-être en train d'atteindre, au moins pour un temps, ses limites. Et puis ensuite, écoutez, moi j'ai encore du mal à y croire, je sais pas pour vous, mais ça y est, les cinémas vont réouvrir en France. Les cinémas, partout dans l'Hexagone, sont sur le point, à nouveau, d'ouvrir leurs portes. J'ai encore vraiment du mal à m'y faire, j'en suis ravi, j'en suis très heureux, mais du coup, on voulait prendre quelques minutes pour remercier tous ceux qui ont galéré dans l'industrie du 7e art, mais aussi bien les producteurs, les distributeurs, que là, les attachés de presse et là, les exploitants de salles. Évidemment, on pense à eux parce qu'on sait combien ça a été rude, on sait combien ça a été long, et vraiment, on voudrait les remercier d'être là au rendez-vous, on voudrait remercier tous ceux qui jouent le jeu de cette première semaine de sortie qui est forcément difficile parce qu'on ne sait pas comment le public va réagir. C'est forcément donc un acte de foi que fait tout le métier, toute l'industrie pour aller à nouveau à la rencontre des spectateurs. Et écoutez, ça tombe bien parce que en cette semaine de réouverture, il y a quand même une offre d'une variété assez démente. On dit toujours, Dieu sait qu'on a entendu des choses sur la salle de cinéma ces derniers mois, depuis 1 an, comme quoi elle était vouée à disparaître, comme quoi elle n'allait pas bien, comme quoi les plateformes allaient la balayer. Rappelons-nous quand même que les années 2018 et 2019 étaient en France les années où la fréquentation a été la plus haute depuis, je crois, 1966. Donc annoncer que le déclin des cinémas était inéluctable, ça n'est pas évident, même si on est bien d'accord que la situation va être compliquée. Mais en tout cas, regardons un petit peu ce qui nous attend à la sortie
dans quelques heures, quand les cinémas vont réouvrir, il y a une offre en fait d'une très grande variété. On trouve des films français, on trouve des films européens, on trouve plein de genres différents. Ça va aussi bien du Mandibule de Quentin Dupieux, ça va aussi bien vers Slalom, ça va vers un film comme Michel-Ange, ça va vers plein de films d'animation excellents comme Joseph, comme Calamity Jane. Bref, il y a plein de choses. Il y a des comédies, il y a Adieu les cons, il y a des drames comme ADN, il y a énormément de choses à regarder. Et puis vous savez quoi, parce que il faut quand même rappeler que le cinéma français a souvent la bonne habitude de faire mentir ceux qui le présentent comme un truc où il y a que des comédies et des films d'auteur ennuyeux. Et ben on a même un film de science-fiction français, un premier long métrage super ambitieux. C'est notre reco aujourd'hui. Il s'agit du premier long métrage de Romain Quiraud. C'est un film qui s'appelle Le Dernier Voyage. Et bien tout simplement, il a fait pas mal sensation ces derniers jours, ces dernières semaines, grâce à sa bande-annonce et son affiche, qui sont toutes les deux sacrément canons, et où beaucoup de gens ont vu, waouh, enfin une tentative ambitieuse de science-fiction française qui va chercher du côté de Amblin, de Steven Spielberg, de Stranger Things. Alors bon, déjà, c'est pas la première, ça fait toujours plaisir, mais il y en a régulièrement des propositions de ce type, donc faut les mettre en avant, il faut rappeler qu'elles existent, et puis il le faut d'autant plus que c'est un film qui est quand même super kiffant. Moi j'ai pu le découvrir il y a quelques heures. Alors attention, hein, il a des faiblesses, c'est un tout premier long métrage, donc il a les faiblesses d'un premier film. Il y a plein de petits défauts d'écriture, il y a plein de petits soucis de caractérisation des personnages, il y a, dans la première demi-heure, plein de petits moments un peu flottants. Mais qu'est-ce qu'il est beau, ce film. Il y a une direction artistique qui est sublime, il y a une atmosphère qui est tout simplement singulière, unique, que vous n'avez pas vu dans 15 000 autres films, et justement, contrairement à ce que pourrait laisser croire la bande-annonce, c'est pas une enfilade de citations de films anglo-saxons ou de classiques de la SF. Il y a vraiment une atmosphère très particulière qui est entre Tintin, entre Le Petit Prince et tout ça remixé avec un peu de Jodorowsky. C'est une quête initiatique, un voyage assez halluciné, plutôt hallucinant, d'une poignée de personnages sur une Terre qui est à l'agonie alors qu'approche de notre planète bleue, qui est plutôt désertique, une immense planète rouge et on se demande comment est-ce qu'on va faire pour l'arrêter. C'est super ambitieux, ça fait du bien de voir ça. Alors il faut y aller en sachant que voilà, vous allez voir un premier film qui a dû galérer et lutter pour se faire et qui donc porte des petits stigmates de ce genre de production qui sont des films guérilla comme on dit souvent, mais c'est vraiment une belle aventure, un film qui a une âme à part et qui en plus a quand même le panache de nous arriver pour la réouverture des salles. Donc voilà, si vous aimez la SF, si vous aimez le cinéma de l'imaginaire, écoutez, rendez-lui hommage, rendez-lui honneur et foncez le voir, il le mérite amplement. Que vous dire de plus? Et bien sur tous les sujets qu'on vient d'aborder, évidemment, il y a des news encore plus détaillées, plus exhaustives, des critiques sur écran large. N'hésitez pas, on vous les met en lien en description de cet article. Si vous vous demandez comment nous soutenir, comment nous aider, comment être avec nous, comment nous filer un coup de main, vous pouvez aussi vous rendre sur le site, là aussi on vous met le lien en description, parce que vous pouvez devenir membre premium d'Écran Large et nous aider tout simplement en nous donnant des sous, et ça fait du bien. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de retourner au cinéma. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à taper sur la cloche, à nous laisser des commentaires. On espère que ça va bien et que ce printemps s'annonce pour le meilleur. Voilà, bon visionnage, bon film et à très vite.